Paris, vu par Icare, cela donnerait ceci. « 70 km² de toiture. Un monde où se croisent des passionnés qui en ont fait leur royaume. Classé, protégé, ce territoire est constamment choyé pour que perdure son unité. Marco Simoes est ramoneur. Et perché sur les cheminées, c'est un peu la vigie des toits de Paris. Voilà. De là à là, vous avez 30 mètres de hauteur. Ça, vous voyez, ça a plus de 80 ans. Et si je ne l'enlève pas, ça peut tomber en bas et ça peut faire de gros dégâts. Vous voyez? Ça se voit pas, mais il y a un danger. Marco répertorie les méfaits du temps, des tempêtes. Un travail essentiel pour la préservation des toits. Voilà, vous avez une cheminée qui est fissurée. Si vous mettez votre pied ici et vous mettez un contrepoids, ça peut tomber. Et là, ce qu'il faudrait, c'est monter un échafaudage pour réparer la souche de cheminée et la mettre en norme. Des surprises qui rendent le métier dangereux. Mais Marco n'en changerait pour rien au monde. Je suis en fait, on peut dire un peu au 7e ciel en fait. Il y a la vie en bas et il y a la vie là-haut que personne ne connaît. Il n'y a que les gens comme moi qui la connaissent. Vous avez un monument préféré? La Tour Eiffel. Voilà, c'est ma chérie. Depuis 20 ans, Marco tutoie en effet les plus beaux monuments de la capitale. Sans jamais se lasser. J'aimerais pouvoir parcourir tous les toits là, parce qu'au bout de 20 ans, il y a encore des toits que je ne connais pas. J'aimerais bien avoir des ailes pour pouvoir aller faire un tour sur la butte Montmartre ou sur la Tour Eiffel. Mais voilà. Grâce à la vigilance de Marco et des autres ramoneurs, les chantiers se multiplient sur les toits. À quelques centaines de mètres de là, Ouais, j'arrive. un autre amoureux du zinc est au travail. Voici Francis Arsène. Il est couvreur et lui aussi se considère comme un privilégié. On est libre, il n'y a plus personne au-dessus de nous. Donc on est complètement libre. Et puis on recouvre les toits, on met à l'abri les gens. C'est que quand je travaille que je suis en vacances. Quand je ne travaille pas, je ne suis pas en vacances. Donc oui, ça peut représenter. Car pour Francis, depuis 40 ans, jamais un jour ne ressemble à un autre. Paris, je ne me lasse jamais de monter sur un toit parisien. Chaque fois, c'est une vue différente, chaque fois, c'est un toit différent. Chaque fois, on est comblé en permanence. Que ce soit le matin par le réveil du soleil ou le soir par son coucher, c'est sans fin. C'est toujours des choses agréables ou qui vous mettent de bonne humeur, ou même si vous avez passé une mauvaise journée, voilà. Il y a toujours des choses très positives. Pour Marco et Francis, le monde se conjugue donc en une infinie palette de gris. Un gris qui est devenu un symbole de la capitale. Pourtant, Paris fut longtemps, comme Toulouse, une ville rose. L'explication, nous allons la chercher sur un autre toit, vertigineux, celui de l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement. C'est le royaume de Bruno de Caris, l'architecte en chef. Alors là, on a de la tuile ici, hélas, très encrassée. Donc il faut imaginer Paris avec ce type de toit. En fait. Oui, absolument, absolument. Paris était comme ça. Voilà, c'est l'image de Paris, c'est jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était ça. Et finalement, au courant du XIXe, dans les quartiers pauvres, c'était encore comme ça, puisqu'on n'avait pas changé les couvertures. Alors voilà la teinte très encrassée. Et voilà, quand on la retourne, si vous voulez, la teinte originelle. C'est vraiment une tuile parisienne qui fait 24 cm sur 30 cm. Donc une tuile qui est à peu près carrée, vous voyez,
donc qui sont vraiment les tuiles traditionnelles. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts, mais je vais en casser une partie. Voilà. Et voilà la teinte de la tuile, vous voyez. Et là, c'est quand même c'est très différent de ce que l'on peut imaginer. En fait, il faut imaginer des toits chers comme ça, ça fait un peu rêver. Oui, c'est-à-dire que ça donne une certaine gaieté, une certaine fraîcheur qu'on a peut-être un peu oublié. Paris a changé de visage alors. Oui, de coiffure en tout cas, peut-être pas de visage, mais de coiffure. Une coiffure de tuiles, symbole d'une époque. Jusqu'au 19e siècle, il y a en effet des fabriques de tuiles partout dans Paris. À commencer par celle du château des Tuileries, au cœur de la ville. L'ardoise, elle, est difficile à extraire. Dans les carrières d'Anjou, on la taille à la main. Au 19e siècle, de nouvelles machines-outils vont tout révolutionner. On façonne désormais des ardoises fines et homogènes. Idéal pour l'architecture haussmannienne qui s'impose alors. La révolution industrielle démocratise aussi le zinc, léger et malléable. Et le gris finit d'envahir Paris. Dans le 9e arrondissement, Sainte-Eugène était couverte de tuiles. Et elle a justement subi ce changement de coiffure. Mais une opération extraordinaire se prépare. Grâce à Bruno de Caris, elle va prochainement retrouver son look d'antan. C'était une couverture qui était en tuile et avec une relative polychromie. Donc, j'ai pensé vraiment important de lui redonner cette espèce d'entité qui fait son caractère. Par conséquent, on a prévu de refaire la couverture suivant ses dispositions originelles. Donc, cet édifice va retrouver son esprit. Ça, c'est toujours passionnant. Et retrouver son esprit promet d'être spectaculaire. Nous voilà à présent dans le 7e arrondissement, où se trouve une autre merveille des toits de Paris. C'est cette tour horloge. C'est ici qu'habite Monica Donati. Elle est italienne d'origine et architecte. C'est un rêve depuis petite, je rêve d'habiter dans une tour. Pas du tout dans Paris, à Prairie, j'avais pensé plutôt une tour génoise ou quelque chose comme ça. Je n'imaginais pas du tout avoir une vue sur des toits, à vrai dire. Je pensais plutôt vue sur la mer ou des choses comme ça. Mais je crois que c'est le côté protégé en même temps, pas dominant, c'est pas le mot, mais d'être dans le ciel, quoi. La tête dans les étoiles. Voilà. Mais avant de profiter des étoiles, Monica a dû transformer son rêve en réalité. Et ce n'était pas si simple. Cette tour de 30 mètres accueillait 2 grandes cuves qui servaient de château d'eau à l'immeuble au 19e siècle. Il fallait vraiment de l'imagination pour oser l'acheter. C'était pas entretenu du tout, c'était à l'abandon. J'ai fait visiter pas mal avec mes amis, ma famille, etc. Tout le monde trouvait effectivement, j'étais courageuse de me lancer là-dedans, mais c'est vrai que ça m'a jamais fait peur. Monica a conservé et mis en valeur les éléments de cette structure si particulière. Entre les étés, se cachent à chaque étage les pièces de la maison. Et pour découvrir la plus spectaculaire, il faut grimper au 3e étage. C'est le salon que Monica a installé dans l'horloge. Une petite merveille.
Ici, on a effectivement la vue à travers les cadrans, quand même, c'est un peu coupé. Mais j'aime assez cette espèce de cache-cache à 360 degrés, en fait. Aujourd'hui, chaque cadran est bloqué sur l'heure de naissance des enfants de Monica. À sa construction au XIXe siècle, l'horloge, signe de puissance des magasins du Louvre qui l'ont fait bâtir, donnait l'heure à tout le quartier. Avec ses 30 mètres de haut, elle est même visible depuis la tour Eiffel. Pour atteindre la plus haute pièce de l'appartement de Monica, il faut donc avoir le cœur bien accroché. Voilà, donc là, ici, il faut être un peu plus acrobatique, mais surtout pas avoir de vertige. Ce que j'avais la première fois que je suis montée, en fait. Ici, sous les combles, se trouve une chambre d'amis. Une chambre réservée aux accros des sensations fortes. Quand il y a du vent, on le sent, d'abord parce que la tour est au cas de vent, donc il bouge carrément quand il y a beaucoup de vent. Quand il y a la pluie, on l'entend sur les toits. Enfin, voilà, on est très proche des éléments, ce qui est quand même quelque chose de très particulier à vivre, très différent d'une maison classique, en fait. Cet art de vivre sous les toits est né ici, à l'ombre du célèbre Moulin Rouge, lorsque dans les soupentes de Montmartre vivaient les artistes désargentés. C'était l'époque de la Bohème. Une histoire dont Nicole Berthold est devenue la gardienne. Pour bien comprendre, elle nous a donné rendez-vous au pied du moulin. Ce qu'elle veut nous montrer se trouve juste à côté, dans cette petite impasse, hors du monde. Donc là, vous rentrez dans votre petit havre de paix. Ah oui, à ce moment-là, je pousse une grande respiration. Je connais chaque endroit, ce qui a bougé, pas bougé, etc. Cette magnifique glycine qui ne cesse de pousser, c'est rien que ça, quoi. Quelques mètres carrés de verdure intacte, c'est... Longtemps occupée par des hôtels louches, la cité Véron est devenue une adresse prisée de la capitale. C'est un petit monde ici, la Ah cité oui, Véron. oui, c'est un petit monde préservé. Voilà. Comme tous les matins, Nicole récupère le courrier d'un étonnant destinataire. Il y a quand même un drôle de nom écrit sur votre boîte aux lettres. C'est pas banal. Ah oui, c'est sûr, Boris Vian. Ah mais d'ailleurs, on reçoit du courrier au nom de Boris Vian. Encore aujourd'hui. Ah oui, je peux vous dire qu'il est toujours vivant. Il y a même, enfin, pour certaines personnes, ça paraît évident, hein, notamment pour les télécoms. Hein. C'est encore au nom de Boris Vian, par exemple. Nicole conserve en effet l'appartement de Boris Vian, sur le toit terrasse. Un logement qui n'avait rien de luxueux, au contraire. C'était l'ancienne loge de Mistinguett, qui dansait alors au Moulin Rouge. Chez Vian se retrouvent les artistes sans le sou de l'époque. Juliette Gréco, Michel Piccoli, Henri Salvador, Michel Legrand ou encore Quincy Jones, des héritiers d'une longue tradition, celle initiée par Picasso, Apollinaire, Braque ou Derain, qui firent eux aussi leur début sous les toits de Montmartre. Pour accueillir tout ce monde, Vian transforme l'espace avec une ingéniosité qui étonne les visiteurs de l'époque. Et alors, on employait un mot rarissime. On disait, mais Monsieur Vian, vous avez fait quelque chose, je crois, qui s'appelle un open space. C'est-à-dire qu'il avait effectivement déjà fait l'équivalent d'une cloison amovible. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Et cette cloison, c'est lui qui l'a faite et elle fonctionne toujours aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que c'était un petit espace qui voulait avoir des grands airs de grand espace. Parce que derrière, il n'y avait jamais qu'une petite chambre à coucher, etc. Il habitait là avec Ursula, mais également avec son fils Patrick. Vian divise le reste de l'espace. Toute sa vie doit entrer sous ce bout de toit.
Voilà. Et ici, c'est puis, des coins et des petits recoins un peu. Des coins et des partout. recoins. Chaque mètre carré est utilisé, quoi. Chaque mètre carré, parce que Vian s'est dit comment je peux faire d'une grande pièce plein de pièces. Alors ça donne un couloir, un escalier, une penderie, une armoire avec des livres, une autre petite entrée et ensuite son atelier. Vian va connaître le succès. Mais seule une mort prématurée pouvait l'obliger à quitter ce toit-terrasse. Je pense qu'il n'en serait pas parti. Du reste, son ami Jacques Prévert, qui habitait à côté, Jacques a quitté la cité Véron quand il se savait mourant. Et je ne pense pas que Boris Vian serait allé ailleurs. Depuis les années de bohème à Montmartre, investir les greniers, les soupentes, est devenu une tradition dans la capitale. Une tradition qui a fait sa réputation au-delà de nos frontières. Amanda est une jeune artiste américaine et elle est à Paris pour quelques mois. Elle a choisi d'habiter dans une chambre de bonne, justement. Allez, c'est parti. Ça va? Oui. Pas trop essoufflé? Bah, 5e, c'est dur, quand même. Il en reste combien là? Seulement un. C'est mon étage préféré, là. Toujours le plus dur, dernière. Ça se mérite une chambre sous les toits. Oui, ça se mérite. Voici le royaume d'Amanda. 9 mètres carrés. La salle de bain est sur le palier, la cuisine dans la chambre, mais il y a un petit luxe. Une vue partielle certes, mais une vue quand même sur l'Arc de Triomphe. Je me suis dit, bon, je sais que je suis là pour 7 mois, et oui, c'est petite, mais à la fin, je peux dire, eh oh, oui, j'ai habité dans un tout petit espace, j'avais toutes mes affaires très très serrées, mais je voyais l'Arc de Triomphe, et c'est là, c'est juste à côté de ma fenêtre à moi. Amanda est venue étudier le maquillage de scène à Paris. La chambre de bonne fait pratiquement partie de son cursus. Ma tante a dit bien quand j'ai terminé mes études et je commençais à travailler, à être un peu artiste, elle a dit, bah oui, il faut qu'elle a son petit partie de la vie qui est artiste qui ne mange pas. Je sais pas exactement traduire, mais... C'est la bohème. La bohème, exactement. Et j'ai dit oui, moi je suis d'accord. Et pour le donner même un côté très romantique, je vais partir des États-Unis, je vais aller en France, je vais prendre une petite chambre et voilà, vraiment la bohème. Cette vie de bohème, Amanda doit la partager avec des voisins d'un autre genre. À Paris, depuis les années 90, on croise des espèces d'oiseaux de plus en plus inattendus. Et les oiseaux, c'est justement la passion de Frédéric Mahler. Ici, au pied de la tour Montparnasse, il a fait une curieuse découverte. Des goélands. Derrière les mitrons des cheminées se trouve un nid où des poussins sont nés il y a une dizaine de jours. Frédéric vient les recenser et cela ne plaît pas du tout aux adultes.
là, on a 3 ou 4 goélands qui nous tournent autour, qui alarment. Alors d'abord, ils alarment parce qu'ils ne sont pas contents. On est effectivement un peu trop près du nid, donc on ne va pas les embêter très longtemps. C'est des oiseaux qui sont très sociaux. Donc, quand il y a un qui se met à alarmer, les autres arrivent et donnent de la voix, ce qui donne à Paris un curieux air de Bretagne par moment, au point de vue sonore. Ces oiseaux marins ont remonté la Seine ou le Rhône pour s'installer ici. À Paris, Frédéric a recensé 30 couples. Habituellement, ils passaient juste l'hiver dans la capitale. Ils y vivent désormais toute l'année. À Paris, on peut penser qu'ils ont retrouvé quelque chose qui leur rappelle quand même leur milieu d'origine. Le goéland, ça niche de toute façon sur des falaises, donc milieu vertical, des nids en équilibre instable déjà naturellement. Donc là, à la limite, sur nos belles cheminées haussmanniennes, il y a de la place, il y a une certaine stabilité. Pour se nourrir, ils ont découvert les marchés parisiens aussi, les fins de marché. C'est des sources de nourriture qui existent aussi au printemps, donc ils sont restés maintenant toute l'année. Comme les goélands, une 60aine d'espèces a choisi Paris comme résidence principale. Frédéric y a immortalisé des martins pêcheurs, des éperviers, des pies bavardes, des rouges-queues, des tourterelles. La ville est devenue leur biotope d'adoption. Depuis le milieu du XXe siècle, il y a de plus en plus d'espèces qui se sont adaptées à Paris. Il fait bon, il fait plus chaud en hiver en particulier, il y a de la nourriture, on ne leur tire pas dessus, bon, etc. Toute une série de choses qui font que... Donc il y a pas mal d'espèces. Donc il n'y a jamais eu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a jamais eu autant d'espèces qui nichent en ville que maintenant. Peu à peu, le ciel de Paris se repeuple. Les oiseaux, mais aussi les insectes ont refait leur apparition. Il faut dire que le vert colore à nouveau la capitale. Terrasses, balcons, tout est bon pour les amoureux du jardinage. Certains ont même fait de leur toit un petit coin de forêt vierge dans Paris. Bienvenue dans l'univers de Camille Muller. Voilà un olivier de Bohême ici qui résiste très très bien au froid. Un néflier du Japon qui vient d'un petit noyau que j'ai mis dans la terre. Voilà un petit troène récupéré d'un jardin que je voulais pas jeter. Du lierre, du chèvrefeuille. Il y a du thym, il y a des fraisiers, il y a de l'estragon, il y a un petit framboisier. Il y a un céleri qui est venu je sais pas comment. Enfin voilà, ça vient dans la terre, ça vient avec les insectes, avec les oiseaux. Les merles ont fait des nids, les abeilles viennent butiner, il y a des petits insectes qui ressemblent à des colibris. Enfin, c'est absolument magique, quoi. J'étais fasciné comme la vie vient absolument seule, quoi. C'est extraordinaire. Ce jardin a adouci la vie de Camille, qui était tout sauf un Parisien dans l'âme. Je suis alsacien et j'étais assez malheureux à Paris. Et donc je me suis rendu compte au départ que le soleil était sur le toit. Donc je grimpais sur une chaise, sur le lavabo, je sortais par une lucarne. Et petit à petit, je m'y installais de la vie, de la verdure. Et voici comment, en quelques années, Camille a transformé son toit. Aujourd'hui, sa maison, un ancien atelier d'ébéniste près de la Bastille, a pris des airs de campagne. Et Camille a choisi de rester à Paris. Il est devenu paysagiste et s'est spécialisé dans les balcons et les terrasses de la capitale. Un monde décidément à part. Les toits sont investis parce qu'on va vers la lumière, vers la liberté. Moi, j'adore voir les hirondelles dans le ciel. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une hirondelle et de m'échapper.
Un sentiment de liberté qui se partage, qui rapproche et qui guérit parfois. Direction le 20e arrondissement. Voici un jardin collectif. C'est le premier en France à être installé sur un toit. Celui d'un gymnase. On y trouve des fleurs, du blé, des légumes, des fruits et même des plantes médicinales. Thierry est un inconditionnel de ce jardin. Là, c'est un petit sous-bois là, qui est magnifique, vraiment super. Ce jardin, c'est son rayon de soleil. Il sort d'une très longue épreuve. J'ai été malade pendant longtemps, alors c'est bien. Je suis très... Retour à la Oui, vie. oui, c'est ça. C'est un peu comme les plantes. Un peu comme les plantes. C'est un bon moyen de retrouver un petit peu du monde, de voir des gens, de faire des choses, de se remettre un peu dans le coup, quoi. Thierry était accessoiriste de cinéma avant sa maladie. Un métier trépidant, mais stressant. Ici, sur ce toit, il a appris à vivre autrement. On attend la récolte, il faut être patient. C'est un long travail, hein. Moi ça fait 6 mois. Puis au début, je retrouvais des manières un petit peu efficaces, j'étais impatient. Et puis peu à peu, je suis devenu plus calme, parce que bon, on ne peut pas brusquer la nature, hein. Moi je suis un enthousiaste du jardin, il doit y en avoir partout. Des personnes abîmées par la vie, Véronique en reçoit beaucoup ici. Elle est assistante sociale. Et dans ce jardin suspendu, le résultat est spectaculaire. On peut voir une transformation même physique. Elles s'ouvrent plus, elles communiquent plus, elles sont bronzées quand il fait beau. Tout à fait. Non, ça fait du bien, tout simplement. Les animateurs et les gens qui viennent ici. Et en ville, on peut manquer de bien-être. Hein. Donc c'était ça un petit peu. Au départ, le projet, c'était de pouvoir créer du lien social. Hein. C'est important, pouvoir sortir de chez soi. Et ne pas rester enfermé à regarder la télé toute la journée. Bon, enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais tellement essentielles. Il y a une petite fraise là qui se cache là. Tu vas voir, c'est délicieux. Hein. Ça te transforme. Trop bon. Ah, c'est formidable. Ici, entre terre et ciel, le bonheur passe par des choses simples. Il est tard. Ramoneurs et couvreurs ont quitté le zinc. Mais le spectacle n'est pas terminé. Alors le petit monde des toits de Paris veille. Il profite, ce soir encore, de son étonnant royaume.